Voici la Mazda MX-5 RF, l'ultime version de la Mazda MX-5, communément appelée la Mazda Miata, qui est en production, dites-vous, depuis la fin des années 80. Elle est encore parmi nous, malgré l'électrification des transports. Malgré tout, ça fait maintenant 2 ans que la chaîne Plus de Millage existe. On vous remercie de votre support. Puis aujourd'hui, je voulais me faire un cadeau parce que ça fait probablement une dizaine d'années, depuis que j'ai un permis de conduire, même plus que ça, que je veux conduire une Mazda Miata MX-5. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais évidemment, avant tout, on va faire le tour du véhicule, parler des spécifications. On va aller à l'intérieur, puis ensuite, on va aller sur la route. Alors, allons-y. Malgré qu'on est dans la 4e génération de la Miata, de la MX-5, je vais me tromper souvent, communément appelée la génération ND, le look intemporel de ce véhicule-là a été conservé. Regardez juste les proportions, là. Long capot, petite roue, la ligne de toit, le tout petit coffre à l'arrière, les phares super minces. Évidemment, première génération, puis une partie de la 2e génération, on avait des phares le style pop-up headlight, là, je vais le dire en anglais, des phares qui étaient cachés, qu'on pouvait ouvrir. Mais à la fin, ce véhicule-là a conservé son cachet et son héritage d'antan, comme je vous dis, même en 2023. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de Mazda, d'avoir conservé le cachet de ce véhicule-là. Même juste à l'avant, un avant tout sourire avec les petits phares, le long capot, comme je vous disais, super. Ce qui est le plus unique de cette génération-là de la MX-5, au courant là, du cycle de l'année modèle, je pense vers 2020, 2019 même, Mazda a ajouté le toit rigide rétractable que je vais actionner maintenant. Merveilleux. Motorisation de la MX-5, peu importe si vous êtes dans la RF ou le modèle avec le toit souple, on a ce 2 litres Skyactiv de 181 chevaux. Le début de la génération ND là, de cette MX-5-là avait 150-160 chevaux, mais Mazda a augmenté la plage là, des révolutions du moteur. Puis là, dans le fond, on est tombé à 181 chevaux. Mais pour ce qui est du reste, c'est de la mécanique extrêmement simple. On voit, on dirait que c'est de la mécanique de 20 ans. D'un point de vue de fiabilité, je pense que ça va être très bon, mais les Mazda MX-5, les Miata ont toujours été des véhicules fiables parce qu'ils étaient toujours des véhicules très, très simples. Puis ici, on a quelques barres là, pour renforcer la cage du véhicule. Pour ce qui est des transmissions automatiques ou 6 vitesses manuelles, ce véhicule est manuel, oui. Et ensuite, lorsqu'on est au milieu de la gamme, là, dans les modèles GT ou GSP, on tombe avec une suspension Bilstein haut de gamme, très, très ferme, mais le véhicule reste confortable, ce qui est fascinant, mais ça va être une question du poids du véhicule. Puis pour ce qui est là, de la consommation d'essence, est-ce que vraiment c'est important? Mais oui, la consommation d'essence, c'est toujours important. C'est un véhicule qui fait 7 litres au 100 sur l'autoroute et 9 litres au 100 en ville, 8 litres au 100 combiné. J'ai fait 300 km hier, là, promener dans le sud de l'Ontario. J'ai fait 7 litres au 100. Puis depuis que je suis ici, j'ai fait un peu plus, mais c'est vraiment impressionnant la consommation ici. Chose surprenante de la MX-5 RF, c'est que dans le fond, je réussis à entrer dans le coffre. Honnêtement, je m'y attendais pas. Maintenant que je suis sorti du coffre de la MX-5, on peut aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas grand-chose en fait. Vous avez une partie du coffre à gants qui est le compresseur manuel d'instruction. Ensuite, vous avez une petite lumière actionnée manuellement pour voir l'intérieur de l'espace cargo. Qu'est-ce qui rentre en termes de bagages? Une ou 2 valises de cabine, 2 ou 3 sacs mous, puis l'épicerie pour peut-être 2 personnes. Peut-être pas tout en même temps, là, mais séparé. C'est pas mal ça. Nous voici maintenant à l'intérieur de la Mazda MX-5 avec le toit ouvert. Là, c'est une chose à dire. C'est un habitacle centré sur le conducteur, puis c'est pas mal tout, hein? Il n'y a pas grand-chose. On va faire le tour quand même. Volant Mazda, branche super mince, prise en main exceptionnelle. Je m'y attendais, puis une chance que Mazda a continué parce qu'évidemment, c'est l'élément le plus important de l'habitacle ici avec le levier de vitesse de la transmission 6 vitesses manuelle. Évidemment, c'est un véhicule propulsion, donc la transmission est juste ici. Le levier de vitesse, évidemment, est complètement mécanique. Là. Il actionne directement la transmission au lieu d'avoir des câbles dans le cas de véhicules avec un moteur là, transversal. Mais bon, regardez, là, c'est merveilleux de changer les vitesses dans ce véhicule-là.
Ensuite, bien évidemment, combiné d'instruments, c'est le combiné d'instruments qu'on verrait dans un CX5, dans une Mazda 3 assez traditionnelle. Bouche d'aération, dans le fond, c'est pas super important, mais elles sont similaires à la première génération de la MX5 qui était la Miata dans le temps. Très belle touche historique ici. Pour ce qui est du système d'infodivertissement, on n'en parlera pas beaucoup. C'est le système d'infodivertissement qu'on avait là, dans les CX5 et les Mazda 3 en 2016. Il est lent, il n'est pas à jour. Les fonctions, c'est moyen. Honnêtement, c'est pas... Ça vaudrait peut-être la peine que Mazda mette ça à jour à son système plus récent, malgré que je ne sais pas si l'architecture électronique du véhicule peut le prendre. Mais au moins, Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire, ça fonctionne. Donc en réalité, le véhicule, on l'utilise seulement dans CarPlay ou dans Android Auto. Confort des sièges, malgré que c'est une petite voiture très basse, très compacte, minuscule. Siège très confortable pour la longue route après avoir fait le 300 km, des embouteillages à Toronto, de la grande route. C'est super confortable et c'est vraiment surprenant. Climatisation automatique, on était bien. Et à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Deux porte-verres deux porte-verres pas super convaincants. Un à l'arrière ici, un à l'avant là. On met un café là, de Tim Hortons ou McDonald's, par exemple. C'est pas super solide. Ça, c'est moyen, mais c'est pas l'esprit du véhicule d'avoir 12 500 porte-verres. À part de ça, à l'intérieur de la Miata RF, il n'y a pas grand-chose à dire. La MX5 est évidemment une voiture ultra légère et peu puissante. Puis ça a toujours été ça l'essence de la Miata, de la MX5, c'est voiture légère, facile à conduire, peu complexe. Et en réalité, dans le fond, c'est on ne fait qu'un avec le véhicule parce qu'en réalité, il n'y a rien qui nous isole de la route. Puis l'esprit dans celle-ci est encore là. Mais moi, ce que je trouve très intéressant de ce véhicule-là, c'est que c'est une voiture vendue en 2023 qui respecte toutes les normes anti-pollution, qui respecte toutes les normes de sécurité. C'est un véhicule qui pèse 1100 kg. Puis les portes nous parlent de quelque chose. C'est un véhicule très, très léger. Regardez, les portes ne pèsent rien. Puis ici, on a un panneau de plastique couleur carrosserie. Donc, ça avait une rouge, ce panneau-là est rouge. J'avais une bleue, ce panneau-là est bleu. C'est bien assemblé, c'est de qualité. Puis je me dis, pourquoi est-ce que nos véhicules qui sont tous trop chers maintenant, un RAV4 hybride est le prix de ce véhicule-là? Dites-vous, là, je répète, un RAV4 hybride est le prix de ce véhicule-là. C'est pas exactement au dollar près, là, mais c'est à peu près la même chose. Pourquoi les véhicules électriques puis les véhicules qui s'en viennent, qui sont beaucoup trop chers, ne s'inspirent pas de ce véhicule-là? Peut-être pas de la forme, peut-être pas de la performance, mais de comment sauver du poids là où ça compte. Hein, j'imagine une éventuelle Tesla Model 2, là, que tout l'intérieur, c'est des plastiques colorés carrosserie. Ça serait peut-être un petit peu bruyant, ça vibrerait, ça serait bizarre, mais dans le fond, à la fin, c'est un véhicule peu cher qu'on va peut-être avoir. Bonne idée. Si on regarde, là, vous ne le verrez pas, mais je vais vous mettre une image. La clenche pour actionner les sièges, bien, c'est une petite barre d'acier qu'on pourrait plier avec nos mains au lieu d'un gros tube ou d'une commande électronique. Et ça, c'est super belle idée. C'est très fragile, mais ça fonctionne. Puis il y a plein de composants à l'intérieur de ce véhicule-là qui respectent cet esprit-là. La légèreté à tout prix, la simplicité à tout prix. Et c'est peut-être quelque chose auquel l'industrie devrait revenir. Je ne suis pas en train de dire que les véhicules doivent être moins sécuritaires, ils doivent être moins de qualité. Mais ce véhicule-là est l'exemple qu'un véhicule léger et simple peut être de qualité et respecter toutes les normes aujourd'hui. Ce qui est bien avec ce 3 rétractable aussi, c'est que le compromis sur le poids n'est pas si mal. Les versions de base de la MX5 avec le toit souple tournent autour de 1020-1030 kg, comme poids net, là, poids total. Et celle-ci, on est autour de 1120-1150 kg. Donc, le compromis de poids là, est vraiment pas... Oui, ça ajoute 10 peut-être, 9 de poids, mais d'un point de vue de performance, là, ça n'a pas trop d'impact. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, combien ça coûte une MX5 ARF? Bien, en réalité, ça, c'est le véhicule presque tout équipé là, de ce que Mazda m'a donné. On parle de 45 000 transport et préparation inclus. Ah, Alexandre, c'est quand même cher. Oui, c'est cher. Mais pensez-y, là. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant aujourd'hui pour 45 000 Pensez-y, là, je vous laisse 3 secondes. Pas grand-chose. La réponse, c'est pas grand-chose. La gamme Mazda MX-5 commence à 39 000 avec la GS
manuel, qui est un véhicule super correct aussi. Puis après ça, vous tombez là, à 41 000 avec la GSP, suspension sport, tout le tralala, mais le toit souple. Puis là, juste un peu plus haut dans la gamme, vous allez tomber dans la RF avec le toit rigide. Mais il y a à peu près 6 000 là, du début de la gamme à la fin de la gamme pour ce véhicule. C'est quoi l'avenir de la MX-5? Je ne le sais pas. Mazda parle d'hybridifier, électrifier cette plateforme-là. OK. Ils ont parlé de peut-être une Miata électrique, mais là, ça va être dans longtemps parce que j'ai aucune idée où est-ce qu'on va mettre une batterie. Puis aussi, ça va compromettre tout l'équilibre avec le poids. Donc, je pense pas que c'est un véhicule qu'on va voir électrique de sitôt. Il va falloir que la densité des batteries augmente significativement, la densité énergétique des batteries. Mais une version avec un plus petit moteur hybridifié sans trop de compromis sur le poids, ça ne surprendrait pas pour la prochaine génération qui devrait arriver là, dans les 2-3 prochaines années. Mais bon, c'est sûr que c'est un véhicule qui est maximum pour 2 personnes. On s'entend qu'il n'y a seulement que 2 places, puis ça, je ne pense pas que ça peut être dans tous les cas utilisé comme véhicule principal. Le prix de lancement lorsqu'ils sont arrivés avec cette nouvelle génération est à peu près le même aujourd'hui. Donc en réalité, le véhicule a commis une déflation, mais bon, peu importe. Au volant de la Miata, la MX-5 ARF, là, on a le toit ouvert. Ça va probablement être trop bruyant. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le toit à l'instant pour pouvoir se parler. Donc, on va faire ça. On appuie sur le bouton. Regardez. Ouh, ça prend à peu près, quoi, 6-7 secondes. Et voilà. Et voilà, c'est complété. Et nous sommes partis. Comme je vous l'ai dit, là, ça fait au moins plus que 10 ans que je voulais conduire une MX-5. J'avais jamais eu l'occasion. Puis là, Mazda Canada m'en a prêté une, donc c'est super. Donc, on va se lancer. Oh! OK! Ouais, OK. Wouhou! OK, je dis pas grand-chose, mais... Oh! Ouais, OK, c'est... En un mot, la conduite est télépathique. Vous n'avez pas besoin de penser où est-ce que vous allez placer le véhicule. Le volant va faire le travail. Votre mémoire musculaire va faire le travail. C'est comme conduire un go-kart, essentiellement. C'est super. C'est un véhicule super léger aussi, hein? Donc, il n'y a pas grand-chose. Puis, dans le fond, l'ennemi du comportement routier, c'est souvent le poids. Aujourd'hui, les constructeurs font des exploits monumentaux avec des véhicules très, très lourds, les véhicules électriques. C'est des véhicules qui se conduisent super bien, puis ils sont extrêmement lourds. Ils sont 2 fois le poids de ce véhicule, dites-vous, là, et même plus. Puis on réussit à avoir des bons comportements routiers. Ici, dans le cas de la MX-5, bien, c'est super... En fait, c'est pas super facile, mais c'est probablement beaucoup plus facile pour Mazda d'avoir un bon comportement routier. Puis la route qu'on vient d'emprunter n'est pas nécessairement en bon état, mais le véhicule est confortable malgré la suspension Bilstein, là, haute performance. Et on est reparti. Là, je vais avoir le soleil dans le visage, mais c'est pas grave. Wow! Transmission manuelle, jouer du levier, c'est comme serrer la main de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est capoté. Et là, regarde, petite courbe. Wow! Appuie sur le frein un peu, rétrograde. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Puis le véhicule ne veut même pas glisser. Tenue de route exceptionnelle. Pour ce qui est de la puissance, bien, c'est moyen, évidemment. Dites-vous, là, le rapport poids-puissance de ce véhicule-là est pas mal similaire à la Scion FRS. C'est quoi l'autre nom qu'ils ont donné? La Toyota GT86, le Subaru BRZ. Ces véhicules-là, c'est à peu près le même rapport poids-puissance. Par contre, j'ai un ami qui a eu un Toyota GT86, FRS, c'est pas important. Puis c'était à peu près la même expérience de conduite, mais c'était beaucoup plus cru comme expérience dans le Toyota, beaucoup plus cheap. Bon, c'est bien, parce que c'est un véhicule beaucoup plus abordable, mais c'est mieux la MX-5, mettons qu'on compare. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est comme les 2 véhicules qui se comparent le plus. Rapport poids-puissance est le même, le prix se ressemble malgré que la Toyota est un peu moins chère. C'est pas mal la même chose. Le moteur révolutionne jusqu'à 7500 tours, puis c'est comme ça que Mazda est allé chercher là, le 20 chevaux supplémentaires lorsqu'ils ont fait une mise à jour là, du véhicule. C'est pas le moteur avec la meilleure sonorité, selon moi. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que le 2.5 turbo Mazda, le 2.5 c'est réactif, je trouve que c'est un moteur qui sonne très grave, qui sonne très, très bien.
Celui-là, ça sonne 4 cylindres japonais. C'est pas trop aigu, trop rugueux, mais c'est vraiment pas une sonorité de moteur impressionnante. Honnêtement, c'est pas ça qui va vous impressionner. Mais honnêtement, même en 4e vitesse, l'accélération est convaincante. Les freins, on va essayer les freins. Oh oui, ça freine en masse. De toute façon, c'est un petit véhicule, c'est facile à freiner. On va retourner en 2e vitesse ici, comme ça. Là, la route est super sinueuse. On va être en 2e vitesse, attention. 3e. Ah oui, c'est... Je veux dire, c'est vraiment plaisant. Attention, on regarde loin dans la courbe, on tourne. Oh wow! Oh wow! La voiture colle! C'est sûr que c'est des bons pneus d'été, pas des pneus 4 saisons que sur le véhicule des Bridgestone. Très bonnes, très collants ces pneus-là. Wow! Parce que moi, j'avais peur au début que la voiture soit trop glissante sur la route, assez légère, un peu comme, mettons, à l'instar du FRS GT86, des véhicules qui ont des pneus, les mêmes pneus qu'une Prius essentiellement, puis c'est fait pour ça, c'est fait pour que la voiture puisse déraper. Dans le cas de cette édition de la MX5 RF, voiture qui colle beaucoup plus à l'asphalte. Puis je pense que c'est aussi ça ce que Mazda veut faire. Ils veulent que les gens l'utilisent sur des pistes, ils veulent que les gens fassent de l'autocross avec ce véhicule-là. Donc on a une excellente tenue de route de base sans avoir à modifier le véhicule. Je vous dirais que qu'est-ce qui était amélioré ici? Véhicule très bruyant. Est-ce que c'était amélioré? C'est un véhicule très léger, mais même avec le toit rigide, c'est très bruyant sur l'autoroute lorsque vous dépassez 100 km/h. Aussi, je pense que la roue d'inertie, en anglais, on appelle ça la flywheel, de ce moteur-là est trop lourde. Donc, lorsqu'on veut rétrograder, vous savez que lorsqu'on conduit une transmission manuelle, lorsqu'on voudrait passer, par exemple, de la 4e à la 3e, on appuie sur l'embrayage, on fait révolutionner le moteur et on embarque le prochain rapport. Il faut vraiment appuyer longtemps sur l'accélérateur pour que le moteur révolutionne. Donc, ça me donne l'impression que le moteur est lourd. Donc, la roue d'inertie du moteur, la flywheel, est trop lourde. Par contre, l'effet que ça a, c'est que ça rend le véhicule très accessible pour ceux qui ne sont pas habitués de conduire manuel parce que le point de friction et décoller le véhicule, c'est beaucoup plus facile. Le moteur est beaucoup plus difficile à caler, étouffer en bon québécois. Donc, voyez-vous, ça, c'est un compromis que Mazda a fait. Mais je pense que d'un point de vue pour rétrograder, c'est plus dur pour que ça soit doux. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah! Oh, wow! Souvent, on dit dans la vie, en anglais, « never meet your hero ». Tu sais, des fois, souvent, on pense « Ah, c'est quelqu'un, une star de cinéma, un héros, un personnage ou une machine, ou peu importe ce que vous désirez, vous rêvez dans la vie. » Puis lorsqu'on vous l'avez, ben, c'était pas exactement à quoi vous vous attendiez. Dans le cas de la MX5, c'est à ce que je m'attendais. C'est une voiture relativement simple, rugueuse. C'est pas super raffiné, mais l'intérieur est de qualité. Puis lorsqu'on roule sous 100 km/h, l'habitacle est silencieux. La tenue de route est exceptionnelle. C'est pas la voiture la plus rapide. Mais, le freinage. OK, le freinage, c'est quelque chose. Mais comme je vous dis, c'est ça, c'est une voiture simple. Lorsque j'ai récupéré le véhicule chez Mazda, c'est comme dans l'est de Toronto, il faut que je fasse 25 km d'autoroute, puis il y a beaucoup de circulation. La circulation est lourde pour me rendre. Je me suis assis dans le véhicule, je suis parti, puis je trouvais, il me semble que c'est pas super raffiné, c'est rugueux, c'est bruyant. C'est ça. C'est une voiture légère, c'est une voiture simple, il n'y a pas beaucoup d'insonorisation. Le véhicule remplit sa tâche pour laquelle il a été conçu. Et de par sa simplicité, ce véhicule-là va probablement être très fiable, comme toutes les générations de la MX5 avant. Je pense que oui, j'adore la MX5. Et voici ce qui met fin à notre revue de la Mazda MX5 RF 2023. Quelle voiture! Quelle expérience de conduite pure! Tenue de route, agrément, véhicule solide. C'est vraiment impressionnant. Évidemment, ce n'est pas un véhicule pour tout le monde. Évidemment, c'est un véhicule peu pratique. C'est un véhicule de loisir, c'est un jouet. Évidemment, ce n'est pas un véhicule qu'on peut utiliser à tous les jours, surtout l'hiver au Québec, mais le toit rigide améliore par temps froid l'agrément et le confort.
Si ça vous intéresse de vous le procurer comme deuxième véhicule, allez-y parce que le prix n'a pas vraiment changé dans les 3 dernières années. Et la version RF est très agréable à utiliser. C'est un véhicule très accessible pour les conducteurs, même s'ils sont débutants. Et c'est ça aussi que je pense qui rend l'expérience de la MX-5 si intéressante. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un like, pensez-vous à vous abonner. On va se laisser là-dessus et on se dit à la prochaine.